BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, il est 15h et comme tous les jours à 15h, on se retrouve pour le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver sur BFM Business avec mes invités Enzo Allo, CEO de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo. Arnaud Toiti, cofondateur d'Hashtag Avocat. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et Grégory Raymond, cofondateur du média The Big Whale. Bonjour à tous les trois. On va parler de stablecoin, de Bitcoin, d'or, de top flop de la semaine. On a plein de choses à se dire. Évidemment, ces hommes-là sont bavards. On a plein de sujets. Vous nous écrivez également si vous avez des questions. Crypto au singulier @bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. On jette un œil sur ce cours du Bitcoin. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé dans cette émission. Il y a certains d'entre vous qui m'en empêchent, carrément, on peut le dire, de commenter ce cours. Mais enfin, là, quand même, 74 799 $. On va trouver du pétrole, hein. Grégory, on en pense quoi de cette chute ? Cette chute, on est dans une tendance baissière qu'on observe depuis le mois d'octobre. Est-ce qu'on est dans un bear market, donc un marché baissier prolongé ? Ça, c'est que l'avenir qui nous le dira. Mais les cycles précédents démontrent que après vraiment un top de marché, après un long cycle haussier, on est parti normalement pour un an comme ça. Moi, je doute un peu de cette analyse-là parce qu'aujourd'hui, les institutionnels sont vraiment là et ont intérêt aussi à défendre le cours. Donc, à mon avis, à un moment, on va toucher un bottom, donc c'est-à-dire un plancher. Mais si on touche un plancher qui est moins important que ceux d'avant, parce qu'on le rappelle, sur les marchés baissiers d'avant, le cours du Bitcoin pouvait descendre de moins 85%. Je pense pas qu'on ira aussi bas. Par contre, disons que la différence avec le marché actuel, c'est que on pourrait également ne pas aller aussi haut après. Donc c'est ça se lisse, c'est la volatilité. On peut pas tout avoir. Oui, exactement. Oui, effectivement. On aura peut-être tout à l'heure la courbe. Là, on va la voir sur 3 ans, effectivement. Ça redescend jamais autant que ça a été sur les cycles précédents. On vérifiera ça avec les années. Enzo ? Effectivement, Grégory mentionnait octobre, mi-octobre, on avait une corrélation entre Bitcoin et l'or de 0,85. Je rappelle que ça va de -1 à 1. Depuis le 15 octobre, elle est aujourd'hui moitié moins, même pire, c'est-à-dire que c'est l'inverse. On est à -50 environ. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une vision de Bitcoin jusqu'à octobre comme une sorte de valeur refuge. C'est pour ça qu'on l'a placée comme l'or. Et depuis cette date, elle est perçue un peu plus encore comme une tech, donc c'est-à-dire plutôt corrélée au Nasdaq. Et en fait, Bitcoin varie et oscille entre c'est une valeur refuge, en fait non, c'est de la tech. Et en fait, selon les investisseurs, ça bouge pas mal quand même. On a eu un rattrapage effectivement assez fort les derniers mois. On reste encore pas à -50%, donc on est encore en période de baisse, on va dire maîtrisée comparé à ce qu'on a pu voir avant. Le 30 janvier dernier, quand même, il y a eu 850 millions de sorties d'ETF. Oui. Et les 2 dernières semaines ont été assez rouges, on va dire, pour les ETF. Ça repart un petit peu aujourd'hui. Ce qui est un peu étrange aujourd'hui, c'est de voir un peu cet appétit de ces institutionnels qui étaient censés se renforcer. Là, les raisons pour lesquelles, en fin de compte, ça s'explique sont difficiles à quantifier et à juger. On voit que les flux ont été plutôt négatifs ces derniers mois. Et donc, je suis plutôt d'accord avec Grégory sur le fait que ces situations de rattrapage risquent de durer un petit peu. Mais encore une fois, je ne suis pas inquiet sur le rationnel d'une manière générale. Arnaud ? Alors, il y a effectivement beaucoup de choses à dire, je pense, sur la manière avec laquelle le Bitcoin évolue. Mais la première observation, c'est peut-être simplement de considérer que, un peu comme on a tendance à le répéter, et à juste titre, je pense que le Bitcoin, on est sur une logique de long terme. Je ne pense pas qu'il faille acheter du Bitcoin en se disant on va faire un coup. Alors certes, suite à l'élection de Donald Trump, il y a eu une augmentation très significative en peu de temps. Et c'était peut-être presque la dernière occasion, d'ailleurs, de faire ça. Je pense pas. Il y en aura probablement d'autres d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui hold du Bitcoin, ceux qui considèrent effectivement que c'est une réserve de valeur, sont dans une logique à très long terme et finalement sont peu impactés parce qu'ils se disent concrètement, si je fais mon cash out, je le ferai peut-être dans 10, 15, 20 ou 50 ans. Et donc sont moins touchés. Par ailleurs, d'un point de vue réglementaire, il faut rappeler que puisqu'on compare l'or et le Bitcoin, qu'il y a des ratios prudentiels, BAL 3, et que la crypto n'a jamais été considérée au même titre que l'or comme un actif de réserve, mais plutôt comme un actif extrêmement risqué, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'outils, dont on parlera d'ailleurs un petit peu plus tard, qu'on ne peut pas encore faire en Bitcoin. Et donc finalement, quand on a voulu, on l'a beaucoup entendu, considérer que le Bitcoin était une forme d'or numérique,
c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu mesuré sur le comparaison n'étant pas raison. Je ne suis pas certain à ce stade que ce soit le cas, et je dirais même que c'est parfois assez opposé. C'est intéressant, les dénominations, la façon dont on parle des cryptos au fil des mois, elle change. Grégory. Ouais, sur ce côté hors numérique, je suis totalement d'accord avec ça. Et moi, quand j'essaie d'expliquer Bitcoin à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, j'utilise cette expression. Mais en fait, ce n'est pas considéré comme de l'or numérique par tout le monde sur la planète. C'est pour ça que quand il y a des mouvements, les gens s'en séparent assez rapidement. Objectivement, on ne détient pas le Bitcoin comme l'or. Mais si on veut parler d'or numérique, c'est parce qu'en fait, il y a une quantité déterminée sur Terre. Il ne pourra pas y en avoir plus. C'est dans ce sens-là. Mais en tout cas, le comportement des investisseurs par rapport au Bitcoin, il est très différent de l'or. Mais on pourra remarquer quand même que la volatilité sur les métaux précieux, l'or, l'argent, le palladium, a été quand même énorme ces derniers temps. Et elle n'a rien à envier au Bitcoin, on dirait, quoi. Vous l'avez évoqué il y a un instant, du coup je vais sur ce sujet. Arnaud, le président de la Fed, a décidé d'ouvrir les plans de retraite des Américains aux crypto. Justement, il y a de plus en plus de produits qui s'ouvrent aux cryptos. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. C'est une approche. Et je pense que quand on compare en réalité l'approche américaine, comme souvent, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se place avec l'approche européenne, on voit qu'il y a une volonté effectivement de permettre d'une certaine façon de rendre le Bitcoin plus accessible et donc de permettre aux gens d'investir en crypto. On parle de dizaines, de centaines de milliards qui en réalité sont dans ces assurances-vie et qui pourraient aussi bénéficier en fait à cet écosystème. On a des freins réglementaires qui sont assez importants en Europe, qui font qu'en réalité, ne serait-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des ETF typiquement, ce sont des freins et je ne suis absolument pas certain qu'on soit amené à les lever prochainement. En revanche, il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'aux États-Unis, cette volonté d'avoir effectivement d'intégrer la crypto dans les assurances-vie, elle n'est pas partagée par tout le monde et le fait que le marché soit assez baissier, c'est moins qu'on puisse dire ces derniers mois, aboutit à ce qu'il y ait un certain nombre de résistances parce qu'on estime que finalement, de permettre à des Américains d'investir dans un actif qui serait aussi volatile, ce serait d'une certaine façon les mettre potentiellement en danger. Voilà, donc j'ai envie de dire il faut regarder le prisme américain avec les réserves que ça peut avoir, mais en tout état de cause, quand on le compare aux limites qui sont celles des limites européennes, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Comment osez-vous dire qu'il y a des freins réglementaires en Europe ? Je ne comprends pas ça. C'est étonnant quand même. Oui, en fait, l'éligibilité de crypto pour des contrats d'assurance vie en France sera sûrement jamais possible, puisqu'il y a effectivement différents critères qui font que l'actif doit être logé en Europe, par exemple, qui doit avoir différentes corrélations. Et donc, en Europe, on va pouvoir avoir, par exemple, pour des clients français, des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois, pour des clients dits type D, donc ce sont des clients qui remplissent certains critères de fortune, de risque, etc., qui vont pouvoir s'exposer via leur contrat d'assurance vie sur différents supports liés aux cryptos. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a comme produit possible. Et ça, c'est lié au fait que l'assurance est un métier bien particulier comparé à celui de la banque. L'assureur doit être en mesure de rembourser ses clients d'une certaine manière, ou en tout cas, les ratios de risque que peuvent prendre un assureur est complètement différent de celui de la banque. Donc ça ne m'étonne pas que les cryptos aient encore un peu plus de mal à rentrer dans les contrats d'assurance vie. Les assureurs ne sont pas encore prêts pour calculer des primes de risque sur tous ces produits-là. En revanche, je pense que ça arrivera dans les prochaines années. On rappellera quand même qu'il y a quelques assureurs qui s'intéressent beaucoup au capital de certaines startups du secteur. Par exemple, la G2R La Mondiale est rentrée au capital de Bitstack. Incroyable. Donc ça veut dire que ça commence... Ils ont un œil dessus. Intéressant. AXA a un enregistrement PSAN aussi. On va parler aussi, on en a parlé pas mal cette semaine des stablecoins avec vous, Grégory et Raymond. Vous nous parlez de ce consortium. Il n'y avait pas de nom jusqu'ici. On disait le consortium qui regroupe 9-10 banques pour faire face aux stablecoins adossés au dollar. Bon, ça y est, là maintenant, il a un nom, il est identifié, il a même un calendrier. Oui, c'est ça. Alors, ce consortium, il s'appelle Kivalis. Bon, on connaissait le nom depuis un moment. Ouais. Et si vous voulez, c'était des banques plutôt de seconde zone qui étaient à son initiative. Maintenant, ça y est, il y a des poids lourds qui sont en train de le rejoindre. Pour en citer que quelques-uns, BNP Paribas, ING. Ouais. Aux Pays-Bas, il y a aussi Unicredit en Italie. Et aujourd'hui, on apprend que BBVA, le géant espagnol, l'a rejoint. Donc je pense qu'il faut se féliciter de ce consortium parce qu'on attend en fait depuis très très longtemps que les banques européennes s'associent pour enfin lancer un stablecoin commun. Il y a des initiatives isolées qui existent depuis un moment. Forge, par exemple. Oui, Société Générale Forge, et qui est les équipes de Forge en fait sont extrêmement réputées et travaillent beaucoup dans la finance décentralisée actuellement. Mais par contre, on n'a pas encore une masse critique énorme. La
la capitalisation de Société Générale Forge sur le stablecoin, elle est en dessous de 200 millions d'euros. Donc c'est significatif, mais par rapport aux équivalents dollars qui font des centaines de milliards, voilà, ça ne pèse pas lourd. Et l'ambition donc de Kivalis, c'est de peser aussi lourd que les gros concurrents américains en euros. 10 banques suffiront-elles à peser aussi lourd que ce qui est déjà fait et ce qui va encore se développer sur les stablecoins US en dollars? Je ne sais pas si ça pourra rivaliser avec Tether, parce que Tether, c'est de mémoire 130, 140 milliards de dollars. Mais au moins, en fait, il faut se dire que le concurrent direct, c'est l'euro C, donc l'euro numérique de Circle, qui est donc l'entreprise américaine qui émet le plus gros stablecoin euro. C'est 350 millions de dollars de capitalisation. L'objectif, c'est au minimum ça. Pourquoi je pense que ça peut être possible? C'est parce qu'il y a une dizaine de banques au capital donc de Kivalis qui ont des moyens très importants pour mobiliser du capital tout de suite. Parce que s'il y a une banque qui est toute seule, forcément, mettre des centaines de millions d'euros en banque pour émettre des stablecoins, donc c'est des euros qui seraient immobilisés, qui ne serviraient pas aux autres activités de la banque. C'est quand même une décision importante. Là, quand on est plusieurs, forcément, c'est plus simple. Là, on parle d'euros. Aux États-Unis, on a pensé dette. Et pourquoi on n'a pas fait la même chose en Europe? Pourquoi on n'a pas fait le même calcul de mettre de la dette en face à la place? Alors, à plus long terme, c'est de la dette, effectivement, qui sera derrière ce stablecoin euro. Mais étant donné qu'ils ne sont pas encore lancés, au tout début, en fait, on préfère garder du cash parce que en fait, c'est plus simple, c'est plus facilement mobilisable pour les entrées et les sorties. Et puis, ça permet de tester le modèle, ça permet de rassurer les gens s'il y a une grosse vague de sorties. Mais une fois qu'il y aura une masse critique importante, on peut dire au-dessus de 100 millions d'euros. En fait, on aura intérêt à investir, enfin, quand je me mets à la place de Kivalis, ils auront intérêt à investir la réserve dans des obligations qui sont mieux rémunérées que le cash, en fait, qui dort sur le compte courant. En fait, c'est que quelques points de base, mais quand on a des volumes extrêmement importants, ça fait la différence. Ça peut, par exemple, payer les salaires qu'il y a derrière l'entreprise Kivalis. Le calendrier, c'est quoi? Là, pour le moment, on est plutôt dans les demandes d'autorisation, hein? Oui, alors ils ont déposé une demande de licence d'établissement de monnaie électronique aux Pays-Bas, auprès de la Banque centrale des Pays-Bas. Pourquoi aux Pays-Bas? Parce que ING, en fait, est la banque vraiment qui est à l'origine du projet. Peut-être qu'Arnaud va rajouter je veux voir Arnaud réagir. Sur la double réglementation, mais bon, on va en parler juste après. Mais non, mais c'est sur en réalité, juste pour expliquer ce point-là, parce que c'est assez intéressant, quand on décide de travailler sur des stablecoins, ça a été le cas de Circle, tu l'as cité à très juste titre, il faut une double licence en réalité, il faut être émetteur de monnaie électronique et être également agréé MiCA. Ouais. Et de plus en plus, en fait, on assimile les services sur cryptoactifs à des services de paiement comme du paiement fiat. Et donc, on va aboutir très prochainement, vraisemblablement, à la nécessité d'avoir un cumul. En fait, on a la directive service de paiement 2 et bientôt la directive service de paiement 3. Et il est vraisemblable, même s'il y a beaucoup d'actions qui sont faites, notamment par la DAN, pour essayer de minorer ou rendre peut-être plus long la période où il n'y a pas besoin de cette double licence, on va y arriver. Et donc, quand on compare avec les États-Unis, quand on compare avec même si, encore une fois, c'est pas si simple que ça, parce que souvent on cite le Genius Act, le Clarity Act, et on a l'impression que les choses sont simples. Les choses sont pas si simples que ça, mais pour autant, c'est quand même intéressant de noter qu'aux États-Unis, on va citer Circle très fréquemment, ou Tether, c'est tant que ce soit une boîte américaine d'ailleurs, alors qu'en Europe, on va soit parler de la MNBC, c'est-à-dire de quelque chose qui est finalement interétatique ou européen, ou alors on va parler de consortium bancaire. Ouais, je trouve que rien que ça déjà donne un peu une image. C'est le fameux, je suis désolé, en 2 salles, 2 ambiances, je me répète, mais c'est assez frappant quand même. Donc là, on est dans ces questions-là, en réalité. Et juste pour finir sur le calendrier, oui. Donc c'est prévu pour un lancement au 2e semestre de cette année et les liquidités devraient être quand même assez importantes dès le début. Moi, c'est l'un des projets que je regarde le plus en Europe aujourd'hui. Ce sera quoi les usages? Alors les usages, on a parlé avec le patron de Kivalis très récemment, on a publié son interview dans The Big Whale, on lui a posé bien sûr la question et en fait les usages ne seront pas bancaires au début, ils seront vraiment pour l'écosystème crypto au tout début, donc il va y avoir des expérimentations dans la DeFi. On va pouvoir emprunter contre ce stablecoin, on va pouvoir déposer ce stablecoin pour un rendement.
qui sera probablement beaucoup plus intéressant que le livret A, avec des risques qui pourraient être quand même probablement modérés. Donc très vite, en fait, on va avoir des usages intéressants là-dessus. Peut-être que les banques qui ont la possibilité réglementaire de le faire et qui sont membres du consortium vont proposer des produits d'investissement liés à tout ça. Le deuxième cas d'usage, ce sont les paiements transfrontaliers. Ces banques-là, si elles veulent communiquer, par exemple, avec les États-Unis, elles pourront l'utiliser. Peut-être qu'il va y avoir des baisses énormes sur les frais, sur les frais de virement qui seront proposés. On va peut-être proposer très vite en fait des alternatives à SWIFT au sein des banques du consortium. Et voilà, ça fait déjà pas mal de cas d'usage. Les frais, les délais, Arnaud ? Non, mais en fait, j'ai souvent tendance à être un peu critique sur les initiatives européennes. Et là, je rejoins Grégory en disant que je pense que c'est intéressant. On est toujours dans cette optique un peu de souveraineté, finalement. C'est-à-dire qu'on a une domination en 99% des stablecoins au niveau mondial. 99,8. Voilà, pardon. À 0,2% près, en effet, qui sont de manière quasi exclusive d'origine américaine. Et là, c'est vrai d'avoir une initiative qui permettrait éventuellement d'avoir un petit peu plus, de ramener un peu la souveraineté européenne au centre. C'est intéressant, même si, in fine, par rapport aux volumes globaux, ce qui a été dit, on sera probablement sur quelque chose d'assez limité, en tout cas au début. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, encore une fois, de le voir un peu en complément des MNBC. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est sur des cas différents. C'est-à-dire que c'est là où Grégory a dit très intéressant, parce que finalement, sur cette initiative-là, on est sur de l'interbancaire, où on est sur, effectivement, permettre d'investir dans la DeFi, ce qui n'est absolument pas la volonté ni le rôle des MNBC. Et on a de l'autre côté, la MNBC, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, dans le cas des achats de tous les jours. Et à mon avis, c'est ça qui fait qu'au niveau européen, ils n'ont pas freiné des cas de fer l'initiative et qu'au contraire, j'ai l'impression en tout cas qu'ils la laissent se développer. C'est les deux camps qui avancent un peu l'un vers l'autre. On se rend compte, il y a quelques mois, on en parlait comme deux projets antagonistes qui allaient finalement lequel gagnerait. Bon, là, finalement, on voit que les deux vont se faire. Oui, les deux vont se faire. Et il faut rappeler que les MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale, que ce soit pour l'euro de gros ou l'euro pour les particuliers donc numériques, en fait, ne vont pas être sur blockchain, ne vont pas être interopérables avec tous les systèmes qui sont en train d'être inventés aujourd'hui. Donc, ils vont fonctionner en système fermé. Donc, on a besoin d'euros sur la blockchain. Ça ne peut être que d'initiatives privées. Donc là, il y a un projet très très solide qui vient en France. Et j'oubliais un cas d'usage important, c'est la couche de règlement pour la tokenisation. Aujourd'hui, en fait, on émet de plus en plus de produits financiers sur la blockchain, des obligations, des choses comme ça. On a besoin d'euros, en fait, pour faire le règlement. Pour l'instant, en fait, c'est que des dollars. Donc, les géants de la finance en Europe, ils ont besoin d'un produit comme ça, et ce ne sont pas en fait les euros qui vont être émis par la BCE de façon numérique qui vont régler ce problème. Ce qui me dérange un petit peu dans tout ça, c'est un peu la notion de privé, c'est-à-dire que il y a encore quelques années, on se demandait si l'infrastructure bancaire des 5-10 prochaines années allait être développée sur une blockchain ou en tout cas une infrastructure décentralisée créée par des banques, ou s'ils allaient utiliser des réseaux déjà en place, Ethereum, Solana, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que visiblement, les banques ne vont pas laisser la mainmise à des acteurs crypto natifs de ce milieu-là pour développer leur infrastructure. Qu'en est-il du marché crypto, hors Bitcoin, du coup, d'une manière générale, dans les prochaines années ? Moi, c'est les questions aujourd'hui que je me pose. Et je pense qu'il faut se positionner assez rapidement sur la latitude, en tout cas, que vont laisser les banques aux autres acteurs crypto sur le développement de produits. On se pose cette question presque tous les jours. C'est vrai que ça commence à vraiment être une question importante. On rappellera que Kivalis va émettre son stablecoin d'abord sur Ethereum. Donc, ils font le pari de la blockchain publique. Ils seront certainement sur d'autres blockchains après, mais ils vont commencer par Ethereum. Donc, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Arnaud ? Non, mais encore une fois, c'est-à-dire que les Américains ont tendance à encourager les boîtes de la tech crypto. On pense à Circle. Alors même si maintenant elle est régulée comme une institution financière, la réalité c'est que ça reste quand même à la base une boîte tech. Alors que nous, en Europe, c'est soit, encore une fois, on a quelque chose qui est drivé par l'Union européenne au global, soit on a des initiatives qui sont majoritairement bancaires. Et finalement, il y a une certaine logique. Quand on prend la réglementation, ne serait-ce que la réglementation MiCA, je l'ai indiqué à plusieurs reprises, pour moi, c'est une réglementation qui est faite sur mesure pour les institutions bancaires. Ça a été pensé comme ça. C'est-à-dire que les cryptoactifs, ce n'est qu'une excroissance de la finance traditionnelle pour ces acteurs-là. Et donc, finalement, on leur offre un cadre pour eux. D'un côté, je l'indique, ça a des points positifs. En revanche, ça se fait au détriment, en effet, des acteurs tech de l'écosystème crypto. Oui. Demain, vous avez un acteur qui vient me voir et qui me dit « j'ai envie de créer un stablecoin euro ».
je ne vais pas vous dire nécessairement que je vais l'encourager, à moins qu'il arrive avec des dizaines et dizaines de millions d'euros sur le compte en banque. Je pense qu'Arnaud sera d'accord avec moi, mais il y a une différence flagrante entre les États-Unis et l'Europe en termes de comportement. C'est que Circle, aujourd'hui, est le géant des stablecoins, mais quand ils ont commencé, il n'y avait aucun cadre réglementaire. Ils l'ont fait de façon pirate. Ils se sont dit, il y a un marché à prendre, on verra après la réglementation, on y va. Aujourd'hui, c'est un géant. Il y aurait pu y avoir un acteur comme ça en Europe, mais culturellement, en fait, quand il n'y a pas encore de cadre réglementaire, on n'ose pas y aller, on nous fait freiner des cas de fer. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a que les banques, que les très très gros acteurs financiers qui aujourd'hui peuvent se lancer dans les stablecoins. Je rajouterais que pour un conseiller en gestion de patrimoine qui veut se lancer en France de zéro, c'est-à-dire je crée mon activité, avec 4-5 000 euros, il peut commencer à travailler et commencer à générer son activité. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans les cryptos en France, il lui faut minimum 150 000 euros. Donc il y a une barrière à l'entrée sur ce marché-là maintenant qui a été imposée par la réglementation. À mon sens, c'est pas très bénéfique puisque du coup, ça va être un marché très concentré avec de grands acteurs et donc assez peu, à mon avis, pour le consommateur, assez peu intéressant pour le consommateur. Mais voilà un peu la direction qu'on prend sur ce vieux continent. On y reviendra évidemment. Les tops et les flops d'Enzo Allo. On commence par le top 3. Eh bien, top 3, on est en top 1 stable justement pour rejoindre encore la thématique, plus 23%. Il y a encore quand même quelques blockchains qui ne sont pas dans le rouge aujourd'hui. Dédiés au paiement stablecoin utilisant l'USDT comme gaz. Bon, je pense que c'est du timing, surtout que la concentration 10 portefeuilles détiennent 96% des jetons, encore une fois. Donc bon, c'est un no-go. En deuxième, dans ce top 2, Morpho, plus 11%. Donc on en a déjà parlé pas mal de fois, c'est de la DeFi. Une alternative à AV. 44% des jetons ne sont encore pas déverrouillés, donc on va dire la moitié de la réserve est encore à être créée, et 86% des jetons sont détenus par 10 portefeuilles. Donc attention quand même. On rappellera que Société Générale travaille avec Morpho sur ses produits de finances décentralisées. Bitwise aussi, qui est un émetteur d'ETF, donc ça devient un projet. On le suivait depuis un moment, mais je pense qu'il faut le suivre de plus en plus. C'est la concentration qui me dérange un petit peu. Et on a dans ce top 3 Canton, plus 9,5%, blockchain dédié à des smart contracts et tout ce qui est TradFi, RWA, donc ce dont on parlait. Je pense que c'est plutôt dû à une récente news. Pour rappel, on en avait parlé déjà il y a un moment. Ils ont signé avec la banque BNI qui a investi 50 millions de dollars il y a quelques mois. Et là, ils viennent de signer un partenariat la semaine dernière avec TAR Immune, qui est une société pharma cotée au Nasdaq pour en fait du stockage de données de santé sur blockchain. On va voir ce que ça donne, je pense que c'est un petit peu trop ciblé. Le flop 3. Le flop 3, alors là on aurait pu y aller, il y en a un paquet. On va commencer par Story IP, c'est à chaque fois qu'on le voit c'est dans les flops, celui-là, blockchain dédié à la propriété intellectuelle. On n'en reparle pas plus, on en a déjà beaucoup parlé. Et là on retrouve deux crypto-monnaies, deux privacy coins dont on a pas mal parlé puisqu'elles étaient plutôt dans le top les dernières fois. Donc c'est Dash, moins 30% sur 7 jours, donc crypto similaire à Monero, à Zcash, etc. C'est un fort du Litecoin. Tokenomie intéressante, mais je rappelle, ces privacy coins embarquent des protocoles qui sont bannis en Europe, dont de Zsnark, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc Zcash également, moins 30% sur 7 jours, je pense que c'est un rattrapage. Petite bémol sur ces cryptos qui restent intéressantes, mais si vous les avez en portefeuille, vous pourriez avoir du mal à KYCiser, donc c'est-à-dire en gros justifier l'origine de vos fonds auprès d'une banque. Donc, quand vous allez souhaiter récupérer vos euros, si vous avez des privacy coins dans votre portefeuille, ça pourrait vous poser quelques soucis par expérience. Grégory, un commentaire. J'ai pas grand chose à dire que oui, effectivement, ces coins-là, oui, beaucoup de gens peuvent estimer en avoir besoin dans un futur. On ne sait pas ce qui peut se passer, effectivement, avoir quelque chose qui permet de faire des transactions en toute sécurité. Mais oui, ça a été banni complètement en Europe et on le rappellera, ce sont des outils qui sont utilisés par les réseaux criminels justement pour blanchir leurs fonds. On rappellera que le Bitcoin, Ethereum, tout ça, c'est totalement traçable. Mais quand ça passe dans ces crypto-monnaies-là, ça devient vraiment compliqué et c'est un fléau aussi pour les enquêtes. Est-ce qu'on peut dire quand même, malgré ces tops, ces flops intéressants toutes les semaines, que le fossé entre les trois principales cryptos qu'on connaît et puis tout le reste des cryptos se creuse? Surtout en ce moment. Mois après mois, Enzo. Mais il faut s'y attendre, c'est-à-dire qu'il y a Bitcoin et il y a tout le reste. Donc tout le reste est beaucoup plus volatile. Quand Bitcoin fait moins 50, on peut s'attendre à ce que les autres fassent moins 60, moins 80, etc. Donc là, je trouve que la baisse a encore été assez limitée. Je pense que le marché est bien porté par Bitcoin. C'est plutôt bon signe. Moi, ça me touche
Enfin, j'allais utiliser l'expression d'un ancien président français très connu, mais Oui. je veux dire, c'est très, pour moi, ce n'est pas un événement ce qui se passe aujourd'hui sur les cryptos. Ça nous est arrivé une dizaine de fois depuis tant d'années. Donc, as usual. Arnaud ? Prudence. Prudence, Voilà. long terme. Exactement, prudence, long terme, sauf quand on est professionnel dans ce secteur ou qu'on se fait assister et accompagner par des gens qui maîtrisent très bien le sujet. Je pense qu'effectivement, en ce moment, il faut être doublement vigilant par rapport à ce qui se passe. Et juste sur la token économie, je pense que ce que tu as dit est très intéressant, c'est-à-dire de ne pas hésiter quand on investit dans un projet, en tout cas en token, à fouiller, à regarder, à analyser. Parce que c'est vrai que quand on a une détention de token qui est qui est extrêmement majoritairement détenue par peu de porteurs, ça ne veut absolument pas dire que ça remet en question la crédibilité du projet, mais en tout cas, ça peut poser à tout le moins un certain nombre de questions qu'il faut être prudent et vigilant. Formez-vous et posez-vous les bonnes questions sur ce secteur-là particulièrement. C'est très important. Merci, messieurs. Enzo Allo, CEO de Crypto Patrimoine. Arnaud Toiti, cofondateur d'Hashtag Avocat. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Émission à retrouver en podcast et en replay. Bien sûr, vous continuez à nous poser vos questions sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Et n'oubliez pas, demain, un tout pour investir spécial budget. Ce sera à 11h sur BFM Business avec Antoine Larigauderie. Vous allez le retrouver dans un instant d'ailleurs dans BFM Bourse aux côtés de Guillaume Sommerer. Je vous souhaite une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.